un parent qui fait un AVC, bon, c'est prioritaire, mais si on n'a pas de place, on n'a pas de place. Alors, on est obligé de couper cette interview qui est passionnante, donc il faudra absolument revenir. Hein. Avec plaisir. Ah, oui. Donc, voixetchant.fr. Sinon, j'ai ma page Facebook, vous pouvez me contacter si besoin. Et la page Facebook. Donc, on va appeler maintenant Tiffaine, qui doit bouillir. Ah oui, tu pars. Oui, bien sûr. Bye bye. Oui. Allô? Oui, allô? Bonsoir Tiffaine. Oui, ça y est, tu es en ligne. Bonsoir Véronica. Bonsoir Eliane. Bonsoir. Okay. Bonsoir. Sur le plateau, il y a Karine Klein-Dallan qui nous a parlé passionnément de la voix. Elle est orthophoniste. Oui, je viens d'entendre. Ah, tu as écouté, bon, très bien. Martine Profichel, que tu connais déjà et qui a fait une chronique littéraire sur le Japon. Bonjour Tiffaine. Voilà. Salut, merci. Et puis Eliane Viennot, Bonsoir, Tiffaine. Que j'ai pu découvrir moi, grâce à toi. Puisque c'est toi qui avais parlé à l'émission quand tu étais venue en tant qu'invitée justement de Hell Festival qui était au Ground Zero là. Oui, du Hellfest, oui. Alors, et puis de tout ce que m'a appris Eliane sur la langue aussi. Et oui, parce que donc Tiffaine D, donc elle parle une langue un petit peu curieuse, hein, la féminine universelle. Oui, alors je tiens à prévenir que j'aurais aimé être avec vous ce soir, mais comme j'ai pu l'être quelques autres fois, mais voilà, pour le coup, Madame parlait de la voix un peu empêchée quand on a des grandes émotions. J'ai perdu un être très cher il y a 2 jours, et donc je pense que voilà, c'est la raison pour laquelle je suis pas forcément dans le même état que d'habitude. Mais oui, tu voulais que je parle un peu de la féminine universelle? Et je ne sais pas, comme tu veux, ou alors est-ce qu'on peut, est-ce que tu veux rester en ligne avec nous et puis quand tu veux intervenir, tu interviens? Est-ce que tu veux faire ça ou est-ce que comme tu veux? Comme vous voulez. Je sais qu'Eliane a un milliard de choses à dire aussi. Mais oui, qui sont passionnantes. Donc, tu fais comme tu le sens. Hein. Mais oui, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est pour te mettre à l'aise, en fait. Si t'es pas trop bien, enfin, tu vois. Mais moi, je suis toujours très, très heureuse d'être avec toi, donc ça va bien. Moi aussi. Tu restes jusqu'à quand à Paris, Eliane? Parce que je joue samedi. Tu vas me voir samedi, puisque je vais venir te voir. Donc, c'est vrai. Oui, je te raconterai ça. Sinon, je suis là jusque vers le 15 juillet, quelque chose comme ça. D'accord. Génial. Ça me motive parce que j'ai tout le spectacle à créer demain. Ah, très bien. Mais nous allons venir en nombre. Je vais avoir un peu plus de temps. Mais la Pérille Mortelle qui est 25 juin au Café de la Gare. Oui, c'est 21h, n'est-ce pas? 21h. Voilà. Oui. Je pensais que déjà c'était mission impossible quand on est militante féministe de faire rire sur les violences sexistes et sexuelles. Mais c'est encore plus mission impossible de faire de l'humour quand on traverse un deuil. Donc voilà, je vais faire mission impossible samedi. Donc tant mieux si vous êtes dans la salle. Oui, on te fera des coucous, tu vois. Mais oui. Alors, Eliane. Mais oui, peut-être ce que je peux juste dire, c'est que donc moi j'ai commencé à vouloir réécrire les contes de manière féministe avec Compte à rebours en 2012 et je pouvais pas écrire Il était une fois et j'ai commencé à écrire Elle était une fois parce que c'est une fois qu'elle était et puis quand on tire ce fil là il y a énormément de choses qui viennent et plus je féminisais et plus je la faisais à l'époque en tremblant un peu, en me sentant un peu seule et les gens me regardaient beaucoup comme une folle. Et puis un jour, j'ai rencontré Aurore Evin qui, elle, avait remis au jour les mots autrice et matrimoine par ses recherches et qui commençait à mettre au jour que
que les mots qui désignent les femmes dans l'ensemble des professions, y compris celles que les hommes estiment davantage, existaient déjà par le passé. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer et de lire en long, en large et en travers Eliane Viennot, qui, entre autres choses, parce qu'elle travaille pas que sur la langue, mais aussi sur l'histoire, la littérature, mais elle la dira mieux que moi, mais en tout cas, par ses recherches, par son travail, à chaque fois que je l'écoute, j'apprends, et à chaque fois que je l'écoute, j'ai envie d'aller encore plus loin dans ma féminisation. Et parce qu'il y a une légitimité historique et un pied de nez à renvoyer à ces hommes qui ont pris la décision masculiniste, historique, absolument réfléchie, de faire en sorte que le masculin l'emporte, entre autres masculinades. Et donc merci pour ça, Eliane, vraiment. Alors Eliane. Oui, moi j'aime beaucoup. De quoi s'agit-il ? Moi j'aime beaucoup travailler et travailler. On travaille pas ensemble avec Tiffaine, mais on fait des confs des fois. Performer ensemble, être ensemble, discuter, oui. Parce qu'on est à la fois très branchés sur les mêmes idées, je dirais féministes, et en même temps, du point de vue de la langue, on travaille pas, on fait pas la même chose, hein, voilà. Elle, c'est une artiste, et elle tente des choses, voilà, elle invente des mots, et elle fait rire, enfin, je veux dire, elle fait rire, et puis elle fait réfléchir aussi, en disant, en utilisant des mots même qui n'existent pas, enfin qu'on n'a jamais, mais en féminisant des mots masculins, elle fait rire et elle fait réfléchir. Et moi, ça me fait rire, ça me fait réfléchir, mais je travaille pas dans ce sens. Moi, mais on est complètement complémentaires. Je veux dire, on n'est pas. Bien sûr. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de fournir des éléments, des informations sur pourquoi notre langage aujourd'hui, qu'il soit parlé ou écrit, est aussi sexiste. Voilà. Et j'essaye de montrer, parce que j'ai la chance de par mes études et mes spécialités littéraires, de travailler quand je suis avec mes auteurs et mes autrices du XVIe siècle. Elle parlait une langue beaucoup moins sexiste que nous. Ah bon ? Donc, oui, bien sûr. Et donc, c'est souvent, c'est en grande partie des gens qui sont spécialistes de l'Ancien Régime qui ont travaillé à faire ressortir ces mots, ou c'est non seulement des mots qu'on a fait disparaître, ou il y en a pas beaucoup qu'on a fait disparaître. Parce que là, je vois professeuse émérite. Ouais, voilà, professeuse, les gens sont très surpris, ils ne pensent même pas que ça existait. Oui. Alors, les mots dont on n'imagine pas qu'ils existaient, ils sont en fait très rares. Hein. Il y a autrice, il y a professeuse, aussi, il y a officière, il y en a une dizaine, disons. Les autres, on sait qu'ils existent, mais on a reçu des messages disant il ne faut pas les utiliser, c'est ridicule, il ne faut pas dire écrivaine, alors que tout le monde connaît écrivaine. Hein, oui. Et bon, voilà, il ne faut pas dire médecine. Médecine, mais vous êtes sûr qu'on disait médecine ? Bah oui, du temps de Rabelais, qui était médecin, on disait médecine. Bon. Et donc moi, mon travail, c'est d'abord d'expliquer ça, voilà, il y a un certain nombre de mots qui nous gênent. Pourquoi est-ce que nous gênent ? C'est pas à cause de la langue. C'est pas parce que la langue ne les a pas inventés, ou c'est pas parce qu'ils n'existent pas. C'est parce qu'il y a des générations de messieurs qui sont passés par là pour dire qu'il fallait pas les utiliser. Et puis des braves filles qui ont répété. Écoutez, voilà, moi je suis pas doctoresse, je suis docteur parce que pas doctoresse. Et c'est quoi votre problème avec doctoresse ? Bon, donc moi j'essaye de remettre un peu les choses à plat. Quand j'entends par exemple des gens qui disent non, je peux pas, non, moi je suis pas maîtresse de conférence, je suis maître de conférence, parce que maîtresse ça fait maîtresse d'école. Donc je leur dis, et c'est quoi votre problème avec les maîtresses d'école ? C'est pas bien maîtresse d'école. Ouais. Donc j'essaye de faire comprendre que c'est pas le mot maîtresse qui gêne, c'est la représentation qu'on se fait, et le fait qu'on vit dans une société qui trouve que si une femme est maîtresse d'enfants, ça peut aller. Mais si elle est maîtresse de jeunes adultes, maîtresse de conférence, ça va plus du tout. Une femme ne doit pas être au-dessus. Et si une femme est maîtresse des requêtes au Conseil d'État, là, il y a des gens qui sont prêts à s'évanouir. Ah oui. Mais c'est juste la représentation de la position de pouvoir des femmes. Ce n'est pas le mot maîtresse que tout le monde connaît et que tout le monde admet. Et pourquoi, comme maîtresse d'école, féminisé, c'est inférieur, en fait ?
Parce que les femmes, dans notre société patriarcale, n'ont pas à être au même niveau que les hommes. Et elles ont intériorisé souvent. Mais bien sûr qu'elles ont intériorisé, c'est fait pour elles, c'est à elles. Quand elles étaient les premières personnes à convaincre de ne pas dire « Mais si, moi je suis doctoresse, mon gars, si ça te pose problème, c'est ton problème. Hein, » bon. Donc, voilà. Donc moi, je travaille à fournir des outils, je dirais, des outils. Je fais des outils, c'est-à-dire je montre que tous les mots dont il paraît qu'ils ont un problème, non, c'est pas les mots qui ont un problème, c'est pas nous qui avons des problèmes, c'est qu'on vit dans une société qui a des problèmes avec les femmes, qui a un problème avec les femmes. Hein. Donc je travaille là-dessus. Alors il y a la question du vocabulaire, bien sûr, ces mots qu'on a dit ridicule, vieillot, trop neuf, trop vieux, trop machin, trop ceci, enfin bon bref, parce que ça désigne des positions que les messieurs voudraient sur lesquelles ils voudraient avoir un monopole, ou ils auraient voulu avoir le monopole. Mais je travaille aussi sur d'autres aspects qui sont des aspects grammaticaux. Notamment les questions des accords, cette histoire de fameux masculin qui l'emporte sur le féminin, c'est un dogme qui a été inventé, qui a été mis au point, qui fait partie de... ça s'explique que si des gens ont fait ces règles-là, tout s'explique, tout s'explique historiquement, qui l'a fait, pourquoi, etc. Mais c'est pas depuis que Babel, les langues se sont différenciées, ça ne date pas de Babel, l'accord du masculin qui l'emporte. Ça date de quand ? Ça a été, nos langues, les langues romanes, parfois on a des choix à faire. Alors quand on parle de cette question, je ne parle pas des accords, je dirais les plus courants. Les accords les plus courants, tout le monde, quand on apprend le français, l'italien, l'espagnol, tout le monde sait que si on dit chienne, ça va être une et blanche. Une chienne blanche. Donc, je parle pas de ça parce que ça, c'est vraiment, je dirais, fondamental dans nos langues. S'il y a un mot masculin au milieu de si on parle d'un mot masculin, tous les mots qui vont avec eux, c'est la question des accords, vont être au masculin. Et si c'est une femme, si c'est un mot féminin, tous les mots autour vont être au féminin. C'est pourquoi il n'est pas normal qu'une femme soit acteur ou auteur. Ou professeur. Là, on est dans la normalité, en fait, la normalité. Donc, il y a ça, c'est très très simple et ça ne pose aucun problème. Là où ça pose des problèmes, c'est s'il y a deux mots, un mot masculin, un mot féminin, qui doivent être accordés avec un adjectif, par exemple, ou un participe passé, qui va l'emporter ? Parce qu'il y a un conflit. Alors, en fait, nos ancêtres savaient très très bien résoudre ces conflits. Soit ils estimaient qu'il y avait un mot qui était plus important que l'autre, pour une raison ou pour une autre. Ça peut être la quantité, ça peut être la qualité, la valeur. Vous voyez, si vous avez, je ne sais pas moi, une dame, je dis souvent, la vieille dame et son déambulateur ont été percutés. Pourquoi est-ce que le déambulateur serait plus important que la vieille dame ? Or, c'est ça que nous apprenons. Nous apprenons que, voilà, ou que 25 princesses et un chien, c'est le chien qui l'emporte. Donc, ça, c'est nos ancêtres, ils auraient dit non, mais la valeur, là, il faut accorder au féminin ou au masculin selon qu'il y a un des sujets qui est plus important que l'autre. Ou bien ça peut être des quantités, les infirmières et le traducteur. On n'est pas obligé de dire qu'ils ont été retrouvés sains et saufs. On pourrait dire saines et sauves. Oui. Donc ça, les langues qui viennent de celles qui nous ont donné naissance, qui ont créé le français, savaient très bien faire ça. Nos ancêtres savaient faire ça. Oui. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui a dit, il y a des gens qui ont dit, ah mais non, s'il y a un masculin dans l'ensemble, dans votre énumération, alors l'adjectif doit être au masculin. Et on peut dater cette époque ? Oui, très bien. On a les, c'est ça qui est formidable, c'est ça qui est drôle en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont écrit ça. Bon, c'est pas juste qu'on ne sait pas d'où ça vient. On sait d'où ça vient. Et moi, c'est mon travail, justement, une partie de mon travail, d'essayer de dire, voilà, ça c'est écrit là, c'est écrit dans la grammaire machin, c'est écrit dans la grammaire truc. Et grosso modo, c'est au XVIIe siècle qu'on a, au moment de la création de l'Académie française. Les académies
techniciens ont fait ça. Voilà. Très bien. Donc, Et alors, ce qui est très drôle aussi, c'est qu'ils expliquent, parce qu'il y avait plein de gens qui devaient leur demander pourquoi. C'est quoi cette aventure? Pourquoi est-ce que... Voilà. Comment justifier? Eh ben, ils disent c'est le genre le plus noble. Oh non, c'est vrai. C'est écrit ça, c'est vrai? Ah mais c'est écrit noir sur blanc. Parce que c'est pas les gens, les grammairiens de l'époque. C'est pour ça que je dis ça s'explique. Ces gens-là vivent dans une société sexiste où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes, les coutumes donnent pas les mêmes capacités aux femmes qu'aux hommes, etc. Et ils trouvent que la langue est trop égalitaire. Ils trouvent que la langue devrait. Ils savent eux que la langue c'est très important. Du point de vue de la reproduction de l'ordre social ou de la production ou du maintien de l'ordre social et de la pensée. Donc, ils trouvent que la langue est trop égalitaire et ils disent non, ces mots-là, X, Y, Z, etc., il ne faut pas les utiliser. Si, par exemple, on a des... moi, j'appelle ça des fatwas. On a des phrases qui disent il ne faut pas utiliser tel mot, tel mot, tel mot. D'accord. Et peintresse, non. Médecine, non. Autrice, non. Ils disent jamais il ne faut pas dire boulangère. Oui. Boulangère, ça c'est bon. Gêne pas. C'est bon pour les femmes. Bon, voilà. Donc, c'est 30, 40 mots qui correspondent du point de vue de leur représentation à une des activités masculines. Donc, les activités de la pensée, du jugement, du savoir, de la création. Voilà, peintresse, faut pas. Les gens disaient peintresse, normalement. Bon, voilà, et donc c'est pas possible. Donc c'est intéressant de voir que c'est juste, à l'époque, ils se prennent pas, enfin, ils n'ont pas des mots scientifiques comme aujourd'hui. Donc, ils disent les choses très simplement. Ils disent c'est le genre le plus noble. Et quand on leur demande pourquoi, le masculin est le genre le plus noble, ils disent c'est à cause de la supériorité des hommes sur les femmes. C'est si simple. Donc, voilà, pendant très longtemps, il n'y a pas de problème. Il y a des gens à qui ça posait problème, qui disaient ça va pas bien dans votre tête, mais c'était l'ordre de la société. Alors notre problème, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société qui officiellement est égalitaire. Donc voilà, depuis 1945, on a décidé que les femmes étaient citoyennes, qu'elles allaient pouvoir ouvrir. On a fait des lois pour qu'elles puissent entrer dans la haute administration, dans la magistrature, officiellement. Voilà. Donc petit à petit, tout ça s'arrange. C'est juste invraisemblable qu'on ait maintenu. Mais ça, c'est... Oui, c'est-à-dire la langue n'a pas évolué. On est maintenu des pratiques qui sont complètement sexistes, alors même qu'on n'a pas inventé les autres. Vous voyez, c'est ça aussi que j'essaie d'expliquer. On n'a rien à inventer. L'accord de proximité, ce qu'on appelle l'accord de proximité, c'est-à-dire les frères et les sœurs sont gentilles. Oui, parce que les sœurs sont gentilles. Non, c'est pas du français. Enfin, c'est pas traditionnel dans notre langue. Donc voilà, l'accord de proximité, c'est quelque chose qui date du latin, du grec. Donc pourquoi ne pas, et qui s'est enseigné en France, qui a été enseigné en France à l'école jusque dans les années 30 du XXe siècle. Depuis, on n'en parle plus. On a décidé de ne pas l'enseigner. Il n'est pas interdit, mais personne ne sait que ça existe. Les profs ne savent pas que ça existe. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là qui permettraient d'avoir un langage moins sexiste, de respecter, de faire qu'on parle des femmes comme des hommes, et que le genre qui représente les femmes, le féminin, ait les mêmes pouvoirs que le genre qui représente les hommes, le masculin. Tout ça, c'est possible. Donc moi, mon travail c'est ça, et puisque je reviens à Tiphaine, et puis j'essaye aussi moi ce qui m'intéresse, je suis une femme de gauche, ce qui m'intéresse c'est le grand nombre, c'est de faire comprendre ça aux francophones en général, que si on a envie, on réfléchit un peu, c'est un peu comme le vélo, il faut faire un petit peu d'exercice de gymnastique mentale, mais si on veut, on arrête de parler sexiste. C'est dans nos moyens. Voilà, c'est dans nos moyens, c'est dans notre langue, simplement, on a été formaté pour préférer toujours le masculin. Mais il faut se déformater, mais on n'a pas à apprendre une autre langue. On parle notre langue. Voilà. Donc moi, je travaille dans ce sens-là. Et Tiphaine, elle travaille dans le sens de faire rire les gens qui se demandent pourquoi on dit quelle heure est-il. C'est quand même bizarre de dire quelle heure est-il ou il était une fois.
C'est un peu bizarre. Vrai, ouais. Voilà, parce qu'autrefois, il y avait des pronoms neutres qui ont disparu. Donc, ils ont dit le masculin, c'est mieux. Le neutre. Ah ouais. Bon, donc, vous voyez, c'est. On va demander quelle heure est-elle. Ben oui, c'est ça. De nos jours, on devrait demander quelle heure est-elle. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais dans Il était une fois, c'est pas considéré justement comme un pronom neutre, le il. Ce il, on nous a raconté que c'était un pronom neutre, mais en français, il, c'est du masculin. Hein. Alors, quand on va voir la langue médiévale, on voit qu'il y avait un il, un elle et un lel. Hein. Il y a encore en Poitevin, il y a un ol. Donc il y avait encore des mots, des pronoms neutres, 12e siècle, 11e siècle, 12e siècle, qui ont disparu. Et qui ont disparu d'autant plus. Alors, qui ont disparu dans la langue, on va dire, savante d'abord. Mais par exemple, en Poitevin, où il n'y a jamais eu d'académie poitevine, ils ont encore un pronom neutre. Hein. Donc c'est bien sûr c'est un courant je dirais général que la disparition du neutre dans nos langues, y compris en latin, il était déjà défectif le neutre, il ne servait déjà plus. Quand on réfléchit, quand on voit l'anglais par exemple, on voit bien que it c'est un pronom fait pour parler des choses. Normalement le neutre ça devrait être fait pour parler des choses. Et puis le féminin pour parler des femmes, et puis le masculin pour parler des hommes. Mais de fait, on voit bien que toutes les langues romanes ont progressivement perdu le neutre. Parce que déjà en latin, il servait plus grand-chose. Il y avait déjà plein de choses qui c'était du féminin ou du masculin. Donc c'est sûr que dans une langue où on n'a plus comment dirais-je, un système simple, les gens c'est masculin ou féminin parce que c'est des hommes ou des femmes, les choses c'est du neutre, on se dit tant pis, on laisse tomber. Mais il n'empêche que de nos jours, les gens qui essayent de vous faire croire que il c'est du neutre, moi je dis, ils se racontent des histoires. Alors on a le droit de se raconter des histoires, hein. Mais on a le droit de ne pas les croire. Mais on a le droit de ne pas les croire. Vous parliez de francophonie tout à l'heure. Est-ce que vous faites le même état des lieux, que ce soit au Québec, en Belgique, en Suisse, en Afrique? Je pense par exemple, moi qui donne des formations dans pas mal d'endroits différents, en Suisse, depuis très longtemps, dans les hôpitaux, il y a des doctoresses, des chefs de service. Ça semble pas du tout quelque chose de récent. Est-ce que non, c'est les anciens usages en fait. Ouais. Alors moi j'ai une hypothèse, mais il faudrait qu'il y ait des études qui l'étayent ou qui la repoussent. Mais de ce que j'ai pu observer, c'est que plus on s'éloigne de la France et de Paris, plus on a gardé une langue normale. Enfin, je dis normale entre guillemets bien sûr, mais une langue fonctionnelle. Il est sûr que le masculin c'est docteur et le féminin c'est doctoresse. Depuis que le français existe, le mot doctoresse existe. Tout le monde sait d'ailleurs que ça existe. Et les premières femmes qui ont passé des diplômes, parce que on est là, notre problème il est politique. Pendant 7 siècles, les universités étaient masculines. Et les femmes ne pouvaient pas passer de diplôme. Donc les premières femmes qui ont passé des diplômes à la fin du 19e siècle, les premières femmes qui ont passé des diplômes par exemple en médecine, on les a appelées des doctoresses. Ça n'a posé de problème. Alors il y avait bien des gens qui disaient non, il faut dire docteur, mais ces femmes-là, de toute façon, elles étaient tellement mal considérées par la profession que, elles se sont installées dans ville, elles ouvraient des cabinets, etc. Donc c'était la médecine du tout venant. Alors que les femmes fassent la médecine du tout venant, ça gênait pas. Et donc, jusque dans les années 60, on a dit doctoresse. Quand on avait une femme qui nous avons connu des doctoresses. Dans mon enfance, on disait doctoresse. Exactement. J'ai une tante qui va toujours voir sa doctoresse, etc. Mais à partir du moment où les femmes ont pu faire des carrières hospitalières, c'est-à-dire vraiment marcher sur les plates-bandes des messieurs, alors là, on leur a fait comprendre qu'il ne s'était pas question. Et du coup, l'idée s'est développée. Enfin, c'est que doctoresse, c'était un peu moins bien, quoi. C'était pour les femmes qui n'étaient pas bien arrivées. Mais quand on était vraiment bien, on était docteur. C'était une promotion, quoi. Voilà. Et on a la même chose sur les écrivains. Ah oui, mais les écrivaines. Ah non, mais moi, je ne suis pas écrivaine, je suis écrivain. Moi, je suis historien. Ah bon? Parce que, voilà. Donc, c'est juste du sexisme, mais c'est notre travail de faire comprendre ça, que c'est pas la langue qui veut qu'on dise Madame le docteur.
La langue, elle veut pas ça. Elle n'est pas faite pour ça. Elle dit, si c'est une madame, c'est là. Et si c'est là, c'est doctoresse, c'est la coiffeuse, madame la coiffeuse. Vous diriez madame le coiffeur? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que personne dirait madame le boulanger. Donc, voilà. Donc, c'est important de faire, de remettre les choses sur leurs pieds. Oui. Voilà, moi, je travaille dans ce sens-là. Remettons les choses sur leurs pieds. Et donc, pour finir votre question, plus on s'éloigne de la France et de la bonne société française, plus les gens parlent le bon français. C'est-à-dire, vont dire la professeuse, la doctoresse, et jamais dire la juge, va dire jamais dire le juge, mais la juge, etc. Et évidemment, du point de vue de l'élite parisienne, c'est pas des bons, voilà. Mais il faudrait faire des études plus poussées pour vérifier ça. Moi, j'ai vu, par exemple, j'ai entendu plusieurs fois des francophones africains faire des accords de proximité sans aucun problème. Ah oui, d'accord. Comme quoi ça se fait. Voilà. Oui. Un jour, j'ai même failli me disputer avec un monsieur qui trouvait que ce que je racontais, c'était pas très important parce que on le savait bien que les hommes et les femmes étaient égales, mais le problème, il n'était pas là. J'ai dit, ah bon, les hommes et les femmes sont égales? Mais oui, bien sûr que les hommes et les femmes sont égales. Voilà, et dans sa langue, dans son français à lui, c'est quelque chose qu'on pouvait dire. C'était un homme éduqué. Oui. Mais il était camerounais et donc voilà. Et donc il faudrait faire ces études. Oui, c'est intéressant. Et je suis absolument persuadée qu'on parle finalement un meilleur français. Vous voyez, là, je fais pousser des. Si les académiciens et les académiciennes écoutent votre émission, ce soir, ils vont passer un très mauvais quart d'heure. Ils vont couper, parce que, vous voyez, en fait, c'est assez révoltant finalement que des gens soit parce qu'ils sont de la bonne société, parce qu'ils ont des diplômes, etc., s'autorisent à maltraiter notre langue. Oui. Hein? Oui. Ils maltraitent leur langue. Si on dit « Madame le docteur est contente, ça va être quoi? Ça va... » Bon, alors on se prend les pieds dans le tapis, alors que c'est Madame la doctoresse, c'est contente, point barre. Et personne ne se prend les pieds dans le tapis. Oui. Donc, mais dans un certain milieu, il faut parler au masculin quand on... Voilà. C'est dingue. Donc c'est uniquement social. C'est social, c'est politique. C'est pas linguistique. Est-ce que vous ne pensez pas important, sans remettre tout ça en cause, que chaque personne se sente libre de se choisir par exemple, moi qui écris des ouvrages, si j'ai envie de m'appeler auteureux plutôt que autrice, parce que même phonétiquement, ça me plaît mieux. Vous sembliez choqué tout à l'heure quand vous disiez, c'est quoi le problème, etc. Mais je me dis que si une femme médecin se sent mieux de s'appeler docteur, quel que soit, il y a peut-être 1000 raisons en rapport avec ce que vous avez dit. Est-ce qu'il faut absolument faire du prosélytisme et convaincre chaque personne que non, c'est comme ce que vous défendez Non, moi je pense que le français est à nous. Le français est à nous, on parle la langue qu'on veut. Notre problème, c'est plutôt qu'on se sent contraint à dire quelque chose qui n'est pas normal. Alors, si on a suffisamment été contraint et que finalement on s'y est habitué, on habite ça. C'est comme peut-être porter une crinoline. C'est pas ce qu'il y a de plus majeur. Mais si on a porté une crinoline toute sa vie, on n'a peut-être pas envie de se mettre à porter une mini-jupe. Le problème, c'est que c'est même pas contraint, c'est intégré. Mais voilà, c'est ça. On a intégré des choses. Donc moi, au contraire, je pense pas du tout qu'il faille faire les gros yeux. Moi, j'explique. J'explique pourquoi. Et puis, je sais que c'est long. Je sais que c'est long, que la question de la langue. Moi, par exemple, j'ai su, on travaillait avec Aurore Evin, etc., que autrice, voilà, Molière jouait des autrices. Avec sa troupe, et jouait des autrices. Il ne touchait pas des auteurs ou des auteurs, etc. Bon, j'ai su à partir du moment où j'ai appris que ce mot existait, j'ai mis 4 ans avant de pouvoir le dire. Tellement, j'avais l'impression d'avoir le fusil sur la tempe. Je me disais, si je dis ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Oui, donc c'est une libération finalement et quand à partir du moment où on peut le dire, alors les étudiantes, ils n'en ont rien à faire parce qu'on leur dit, voyez, c'est ça, Catherine de Médicis n'était pas la première autrice du massacre.
c'est machin qui dit ça en 1500, machin. Bon, si ça existait, pourquoi on le dirait pas? Parce que auteur-compositeur, autrice-compositrice, enfin, je veux dire, c'est tellement simple. Voilà, et actrice, cette dame, elle est actrice, elle n'est pas acteur ou acteur avec un E. Bon, donc si on s'est mis à parler des choses qui sont pas traditionnelles, vas-y. Je suis acteur avec un E. Acteur avec un E, coiffeur avec un E. C'est une blague. Oui. Non, mais si on s'est mis à maltraiter la langue, encore une fois, c'est parce que c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont dit que c'était mieux. Mais il faut laisser le temps au temps. Et puis il y a des femmes qui mourront. Voilà, Madame Carrère d'Ancos mourra secrétaire perpétuelle au masculin. Je veux dire, bon, et tant pis. C'est pas grave, voilà. Mais ce qui est grave, c'est que comment dirais-je, qu'on continue à enseigner des faux usages. À l'école, qu'on n'explique pas aux enfants. Aujourd'hui, les enfants qui ont dit le masculin, on pense sur le féminin, ils disent mais pourquoi et les profs savent pas dire pourquoi. Et on leur a jamais expliqué pourquoi. C'est comme ça. La réponse c'est comme ça. Bon, alors ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, je fais du prosélytisme pour faire comprendre que, oui, on devrait être libre, notamment de parler sa langue. Et puis après, on se donne les mots qu'on veut. Enfin, je veux dire, on se présente comme on veut. On prend un pseudonyme. Je veux dire, on est libre. On est parfaitement libre. Mais on est... comment dirais-je, et on a été des victimes. Moi, je ne suis pas du tout je critique pas les femmes. Hein. Je critique les jeunes, par exemple, qui disent « Ah non, moi je ne suis pas chercheuse, je suis chercheur, parce que chercheuse, ça fait... Bon, là, oui, maîtresse d'école, pareil. Là, je bagarre, parce que je dis « Ton problème, c'est un problème de classe. Oui, c'est un problème de valorisation des bonnes professions versus tu méprises les autres, etc. » Mais si les dames un peu âgées, je bagarre pas. Je dis « Ben oui, vous savez, j'essaie de discuter. » Puis... Voilà, et ça fait son chemin ou ça le fait pas, mais on voit bien que ça fait son chemin quand même. Hein. Alors, il y avait un autre aspect aussi, c'est dans l'histoire. L'histoire de France, finalement, elle tourne autour des hommes. Et alors, moi, naïvement, je pensais que la Révolution française avait été une libération pour les femmes, alors qu'en fait, non, elles ont toutes été décimées. Ah ben, la Révolution française a été funeste pour les droits des femmes. Oui. Hein, pour certaines femmes aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été guillotinées, etc. Celles qui dérangeaient. Oui. Bon, voilà. Donc, mais c'est surtout pour les droits des femmes. Ça a été un recul phénoménal. C'est-à-dire que non, il y a des nouveaux droits qui ont été ouverts, mais pour les hommes. Hein, le droit de voter, le droit d'élire ses représentants, le droit de siéger à l'Assemblée, le droit de pouvoir concourir, de pouvoir exercer un métier en fonction de ses talents, comme on disait. Bon, c'est des droits qui sont ouverts par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais les femmes n'en font pas partie. Hein, elles ne sont pas des hommes. Bon, donc pour les femmes, il faut attendre 100 ans de plus ou 150 ans de plus. Voilà, et puis il y a vraiment un nouvel ordre qui se met en place là, parce que je crois qu'ils ont eu... Enfin, c'est difficile, hein, parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord. Hein. Bon, il y avait plein d'hommes qui étaient pour l'égalité pendant la Révolution. Le problème, c'est pas ceux qui ont gagné. C'est toujours pareil. Hein. il y a des hommes qui étaient pour que les femmes viennent dans les clubs, qui les entraînaient, quand elles voulaient tenir l'épée, il y a des hommes qui les entraînaient, qui étaient d'accord pour qu'elles votent. Il y a des femmes ont voté pendant les 2 premières années de la Révolution. Il y a plein d'endroits où les femmes ont voté. Hein. Donc, voilà, c'est pas ces gens-là qui ont gagné. Et ensuite, la chape de plomb est retombée, quoi. Et d'ailleurs, il y a toute une discussion, par exemple, autour de la refermeture, parce que pendant toute la Révolution, par exemple, on a appelé les femmes citoyennes. On appelait les hommes citoyens, citoyen machin, citoyen Martin, citoyenne du Schmurk, etc., etc. Bon. Et puis, et à un moment, ils se sont dit, c'est quoi ça? Si on continue, ça veut dire qu'elles sont citoyennes. Et ils ont dit non. En 93, ils ont dit non. Aucune femme ne va pouvoir voter. Donc il y a tout un débat dans les années qui suivent la Révolution sur qui a le droit de quel nom. Et c'est là qu'ils disent on remet en place Madame, et là
madame pour les femmes mariées, mademoiselle pour les femmes pas mariées. Parce qu'avant, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Les deux mots ne veulent pas dire ça exactement. Donc voilà, on voit bien là le langage et la politique, à quel point ça va ensemble. Clair. Et puis vous avez tout le code, ce qu'on a appelé le code Napoléon, mais qui vient de la Révolution. Hein, Napoléon a mis son veto, pas son veto, sa signature dessus. Mais enfin, et puis il y a beaucoup travaillé. Mais ce sont des idées qui, pendant la Révolution, ils ne sont jamais arrivés à se mettre d'accord sur le code pour que les femmes soient les égales des hommes. Jamais. Ils ont pris d'autres décisions, mais celles-là, ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. Incroyable, hein? Oui. Alors, est-ce que, c'est-à-dire, sous l'Ancien Régime, c'était mieux? De certains points de vue, oui, c'était mieux. Oui, il y avait des... Alors, évidemment, il ne faut pas me faire dire que c'était formidable, etc. Mais, par exemple, les femmes votaient pour les États généraux. Aux États généraux, les femmes de la noblesse votaient, les religieuses votaient. Alors, bien sûr, on peut dire, quand la Révolution arrive, les États généraux, ça fait 150 ans qu'on ne les a pas réunis. Mais il n'empêche que pendant la préparation des États généraux de 89, les femmes ont voté. Et même les femmes du peuple ont voté. Au premier niveau, évidemment. Après, elles sont jamais dans les représentants. Mais au premier niveau, elles ont voté. Et donc, il y a ça. Il y a bien d'autres choses. Par exemple, sur c'est des choses qui peuvent paraître très modernes. Hein. Lorsque un homme en position de pouvoir, supérieur, mettait une femme enceinte, les lois, sous l'Ancien Régime, prévoyaient de la recherche de paternité. Hein. C'est-à-dire que si on pouvait prouver que c'était tel homme qui avait mis telle servante enceinte, par exemple, ou telle ouvrière enceinte, eh bien, il fallait, le juge l'obligeait à payer un peu pour l'accouchement, pour l'entretien de l'enfant, etc. etc. La première chose que les révolutionnaires ont faite, c'est de faire supprimer la recherche de paternité. Ils ont dit c'est scandaleux, c'est la nature qui cause, etc. Et donc voilà, ils ont supprimé ça. Et on a mis des décennies et des décennies à rétablir un tantinet de droits pour les femmes victimes vous voyez, ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement sexuel ou je sais pas, il y a plein d'autres termes juridiques, mais avec le fait que si c'est un homme qui est en position de pouvoir hiérarchique, c'est beaucoup plus grave que si c'est un égal. Eh ben, c'était quelque chose qui était dans le droit d'Ancien Régime. Ah oui. Vous voyez ? Bon. Les femmes gardaient leur nom sous l'Ancien Régime. Elles ne perdaient pas leur nom quand elles se mariaient. Bon. Donc, il n'est pas question de mythifier, de dire « Ah là là, quelle horreur !» Non, il y avait plein de choses terribles, mais il y avait la Révolution a dégradé le droit et la position des femmes, alors qu'elle a upgradé celle des hommes. Et ça, c'est pas tout à fait ça qu'on apprend à l'école. Mais oui, c'est ça qui est choquant. Alors, pourquoi pas faire des formations à l'éducation nationale pour justement les inciter Parce que les gens qui dirigent l'éducation nationale ne veulent pas vraiment travailler dans le sens de l'égalité. En tout cas, maintenant peut-être, à savoir. À savoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont ces gens-là qui étaient à la manœuvre pour faire que l'école continue, pour faire que l'enseignement de l'accord de proximité disparaisse, pour faire qu'on continue à apprendre, malgré les évolutions sociales, politiques, qu'on continue à apprendre que le masculin emporte sur le féminin. Qui décide ce qu'il y a dans les manuels scolaires? Pourquoi il n'y a pas une seule femme dans les manuels scolaires? Enfin, je veux dire, à part Jeanne d'Arc et Marie Curie. Voilà, sinon, voilà, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Oui. Mais donc, là, ces gens-là. C'est des grosses lacunes, là. Ah, c'est pas des lacunes, c'est politique. C'est voulu. C'est fait pour que la domination masculine continue encore qu'elle ait encore de beaux jours devant elle. D'accord. C'est une volonté politique. Ah ben bien sûr, évidemment. Sinon il suffit de dire voilà, on est en 45 ou 46 mettons, on laisse 2 ans, on se met à faire et puis on va nettoyer tout ce qui est dans les manuels scolaires pour que les enfants apprennent déjà sachent
où étaient leurs droits, où n'étaient pas leurs droits, quand est-ce qu'ils ont été gagnés, qui s'est battu, on ne le sait toujours pas. Ça, c'est pas possible parce que c'est là où tout se passe. C'est là où tout se joue. En 10 ans, on changeait complètement, on arrivait à des états... 20 ans après, on peut faire MeToo, bon, ça amuse, mais... Tout se passe non, mais on ne s'amuse pas avec MeToo. Ça arrive 70 ans après. Mais oui, 70 ans. Les 70 ans ou 80 ans selon les pays, on peut enfin parler ouvertement, parce que ça s'est toujours dit, ça. Mais je veux dire, on peut enfin mettre sur la table le fait qu'il y a dans l'espace professionnel, dans l'espace public, dans la rue, une domination masculine massive. Voilà. Aujourd'hui, on arrive à en parler. On ne sait pas quoi faire et la justice regarde ses pieds. Hein, un peu, voilà. Et les gouvernants aussi, parce qu'il faudrait vraiment mettre des moyens, il faudrait se décider à former, etc. etc. Bon. Mais voilà, vous voyez, c'est seulement 70, 80, 90 ans après le moment où on a dit, maintenant, dans les pays où ça s'est fait, parce qu'il y a des pays où ça s'est pas encore fait, mais dans les pays où ça s'est fait, maintenant on est dans un régime d'égalité, il faut se donner les moyens, et c'est ce qu'ils n'ont pas voulu faire, évidemment, il faut se donner les moyens pour qu'en une ou deux générations, on arrive à l'égalité réelle. Mais bien sûr que les gens à qui on a imposé le fait que les femmes soient citoyennes, ils n'étaient pas tous d'accord pour aller vers l'égalité réelle. Ils ont fait le gros dos, ils ont développé plein de stratégies pour qu'on en soit encore là où on en est. Je reviens juste 2 minutes sur la voix pour vous expliquer pourquoi la domination masculine existe aussi dans le thème de la voix. Il y a eu des études de fait, c'est pas moi qui invente, par des chercheurs, qui ont montré que depuis quelques décennies, disons depuis les années 70, ce qu'on appelle la hauteur de la voix a diminué, c'est-à-dire est devenue plus grave chez les femmes. Si vous repensez, je ne sais pas si nos jeunes auditeurs connaissent ça, mais si vous repensez à des films de l'époque de Pagnol, Oran de Mazis, etc., dans les années 30-40, qui étaient des voix très haut perchées, c'était un peu le canon des voix à l'époque. C'était normal pour une femme d'avoir une voix très haut perchée. Mais d'ailleurs, même pour les hommes, si on réécoute les actualités de l'époque, on s'aperçoit que les voix d'hommes étaient également un peu plus aiguës, tout en étant masculines. Et donc, depuis les années 70, on a fait des études, alors en éliminant, pardon pour le mot qui n'est pas joli, mais les femmes, par exemple, qui fumaient ou qui étaient sous pilule, parce que parfois, ça peut aggraver la voix. Donc, on voulait partir quelque chose qui ne biaise pas les résultats. Et donc, on s'aperçoit globalement que les fréquences des femmes sont beaucoup plus graves qu'à l'époque. Et alors, les chercheurs ont cherché le pourquoi du comment, et les conclusions, c'est que il faut aux femmes, je mets autant de guillemets que vous voulez, il faut aux femmes une voix grave pour s'imposer dans le milieu professionnel. Et donc ça correspond à des époques où les femmes se sont mises à beaucoup plus travailler qu'avant, et si possible à ne plus être que la simple secrétaire et à prendre des postes de plus en plus importants. Et on s'aperçoit, même si vous regardez les femmes politiques, la dernière en date étant la porte-parole, là, Olivia Grégoire, qui a une voix très grave. Oui. Et voilà, quand on est porte-parole, il faut qu'on s'impose, il faut qu'on puisse rentrer dans l'art des gens qui nous posent des questions incongrues, etc. Voilà, donc je m'arrête, mais c'est là aussi la domination masculine est présente. Alors, on est obligé d'arrêter l'émission là, c'est passionnant. Voilà, c'est vraiment... Eliane, où est-ce qu'on peut suivre vos conférences ? Quand j'ai une page Facebook, donc quand je fais une conférence, je le marque en général, je l'annonce. Voilà. Sinon, j'en ai pas mal qui sont enregistrés sur YouTube ou sur, je sais pas, c'est pas moi qui les enregistre, mais il y a des gens qui les enregistrent. Donc, ça. Voilà. Et là, vous avez écrit des ouvrages aussi. On peut. Pardon. Vas-y. Je sais pas si on m'entend pas. Si, vas-y. Oui, je confirme. Si on tape Eliane Viennot avec 2 N Viennot et OT à la fin. On peut trouver plein de conférences.
Et si on tape Eliane Guénaud et Tiffaine Day, on en trouve plusieurs qu'on a faites ensemble, avec des extraits notamment de la Pérille mortelle, qui est mon spectacle, qui est un de mes spectacles d'humour féministe, mais voilà, qui bouge tout le temps. Et puis par ailleurs, pour faire écho aussi à plein de choses qu'a dit Eliane, on peut regarder ma TEDx que j'ai faite en fin d'année dernière, que j'ai partagée sur ma chaîne YouTube Tiffaine Day, TYPHINE. Et là, ça rejoint plein de choses, notamment pourquoi est-ce que le masculin l'emporte, avec un incite qui me répond parce que c'est comme ça, et où je reviens là-dessus, et où je reviens à la fois un point sur l'écriture inclusive, l'histoire de la masculinisation de la langue, et puis la féminine universelle par derrière, et où je parle d'Eliane aussi. Alors Eliane, vous avez écrit plusieurs ouvrages ? Alors j'ai écrit pas mal d'ouvrages, historiques, mais sur la langue j'en ai écrit 4. Le premier qui s'appelait, qui est une commande d'ailleurs, ça faisait pas partie de mon programme, qui s'appelle le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Oui. Qui marche bien, qui est étonnant. Qui est trop bien. Voilà, il va ressortir à nouveau. Je ne sais pas, on en est à la 4e ou 5e édition. Ensuite, j'en ai écrit un deuxième avec des linguistes, cette fois-ci, qui s'appelle l'Académie contre la langue française. D'accord. Le dossier féminisation. Là, je me suis entourée quand même de linguistes parce que je me suis dit, on s'attaque à gros là. Et ça, voilà, on a eu sa peau quand même. Hein, c'est intéressant. Et le troisième, je l'ai écrit après la grande polémique de 2017, où il y avait tellement de gens qui avaient envie de se mettre à l'écriture inclusive, parce que, c'est-à-dire à l'écriture au langage égalitaire, il y a un désir quand même dans la société, les municipalités, les entreprises. Oui, c'est vrai, ça avait bien marché. Tous les gens qui sont élus, par exemple, ou qui s'adressent à du public, on peut pas, c'est aberrant de continuer à parler au masculin. Si on veut être un peu entendu. Donc j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Le langage inclusif, pourquoi, comment. Et puis le dernier, qui est de l'année dernière, l'automne dernier, qui s'appelle En finir avec l'homme. Il ne s'agit pas d'en finir avec la moitié de la race humaine. Il s'agit d'en finir avec l'imposture par laquelle on nous fait croire que le mot homme peut servir pour parler de tout le monde, des femmes aussi, de l'humanité, etc. Donc j'ai fait une petite histoire, c'est un tout petit livre qui coûte 6,50 €, où on a un peu l'histoire du mot homme, comment est-ce qu'on est passé de homo à homme, qui a fait quoi, qu'est-ce que ça veut dire homme jusqu'en 1945, et qu'est-ce que ça veut dire depuis. Voilà. Donc je m'amuse. Merci. Oui, d'ailleurs, avec d'autres autrices aussi, dont Christine Delphi, on avait participé avec Eliane à un ouvrage collectif qui s'appelle Droits humains pour toutes et tous, aux éditions Libertalia aussi, pour arrêter de dire droits de l'homme. Quand c'est si simple de ne pas le dire. J'adore le titre de ton dernier livre. En tout cas, merci beaucoup. On est obligé de clôturer cette émission qui était passionnante. Voilà. Merci beaucoup, Tiffaine, d'être restée avec nous, même par téléphone. Merci. Puis à samedi au Café de la Gare à 21h alors. Oui, à samedi. Nous remercions aussi l'égalité femmes-hommes citoyenneté en action, qui nous soutient et qui diffuse à la fois les informations de l'émission et puis l'émission elle-même. Et d'ailleurs, il va y avoir un article qui va paraître sur la plateforme bientôt concernant Camailleux de femmes. Donc je suis très contente. Voilà. Merci à vous toutes. Merci Arwan. Et tu peux lancer le jingle. Camailleux de femmes, présenté par Véronica Antonelli. Passionnant, ça mérite 2 heures de plus. Dans la société. Venez nous parler de vous. Camailleux de femmes, l'émission qui interroge et valorise la place des femmes